François Skeuten est dessinateur de bande dessinée. Il a collaboré aussi à la réalisation de plusieurs longs métrages. Il a signé la scénographie de musées, de stations de métro, de pavillons d'exposition dans le monde entier. Bonsoir François Skeuten. Bonsoir. Alors Bruxelles est une bande dessinée? Alors, je dirais pas ça parce que j'aime énormément Bruxelles, j'aime énormément la bande dessinée aussi. C'est pas vous qui l'avez dit cette phrase? Je me souviens plus. Je trouve que Bruxelles est trop complexe que pour la résumer à une formule comme celle-là. Et parfois d'ailleurs on utilise le terme bande dessinée pas toujours d'une façon très positive. Vous savez, quand on dit un film, c'est un petit peu comme une BD. J'ai un petit peu un sentiment de recul par rapport à ça. C'est le terme de BD que vous aimez pas? J'aime pas ou les trop. deux lettres, il faudrait dire. J'aime pas trop le mot BD parce que parfois je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est comme si on faisait du ciné. Enfin, je sais pas très bien. Moi, j'aime bien le mot bande dessinée. Ça me plaît. Mais malgré tout, Bruxelles apparaît quand même beaucoup dans vos bandes dessinées, même si elle n'est pas une bande dessinée. On va revenir d'abord sur votre jeunesse, sur votre enfance, parce que c'est une passion, la bande dessinée, qui vous est venue très tôt. Ça vous est venu comment? C'est venu un peu grâce à mon frère. Il me lisait, je venais sur ses genoux, il me lisait Black et Mortimer, il me lisait Spirou et Fantasio. Donc j'avais d'un côté mon père qui m'attirait vers les grands arts, on allait voir des musées, il était très intéressé il voyait mes capacités de dessinateur, je crois très jeune, et donc il a cherché à développer avec beaucoup d'exigences que je pouvais faire. Et mon frère, lui, m'attirait vers cette forme d'expression qui était pour un enfant extraordinaire. En plus, il le mettait en scène parce qu'il me lisait, j'imagine, le souvenir que j'en ai, c'était en prenant des voix. Enfin, c'était un petit peu comme un metteur en scène face à un public qui était très réceptif. Et quels sont vos grands souvenirs de BD à l'époque, de découverte, ou de bande dessinée, hein, de découverte à l'époque, ces auteurs qui vous ont fait vibrer? Franquin, Spirou et Fantasio, La Marque Jaune, Tintin, enfin les grands classiques, hein, Lucky Luke. Et puis après, j'ai eu ma propre culture avec Little Nemo, que j'avais réussi à glisser dans une pile de livres d'art que mon père achetait. J'avais réussi à mettre une des grosses éditions de Little Nemo. Comme c'était un peu un livre d'art à l'époque, c'est passé, j'étais assez fier et c'était effectivement une bande dessinée, mais une des premières bandes dessinées. Vous avez su très tôt que la bande dessinée, ce serait votre métier? J'en rêvais. Je ne croyais même pas que ça allait être possible d'en faire un métier. D'ailleurs, j'en reviens toujours pas. C'est incroyable de se lever le matin et de se dire qu'on peut, en faisant de la bande dessinée, vivre. Enfin, en vivre et faire vivre sa famille, c'est un peu quelque chose, un miracle, quoi, parce que je trouve que c'est pas facile. On croit qu'il faut faire des métiers douloureux, parfois, pour arriver à vivre. Et je sais la chance que c'est que d'avoir eu cet avantage. Et pourtant, vous avez dû un petit peu aller contre ce à quoi votre père vous destinait à l'époque. Quand on dit à cette époque-là à son père « je veux devenir dessinateur de BD », comment il réagit, votre père? Il ne réagit pas très bien. Il trouvait que je devais devenir d'abord peintre. C'était ce qu'il espérait le plus. Et puis architecte, parce qu'il faut quand même être sérieux. Et donc il faut accepter. Et lui-même était architecte. Lui-même était architecte, mais en fait, sa grande passion, c'était la peinture. Il espérait me l'avoir communiqué. Et la bande dessinée était très en dessous dans la hiérarchie des arts. Et donc c'était pour lui une souffrance de me voir d'abord aller vers la bande dessinée. Mais comme j'ai publié très jeune dans Pilote, à l'âge de 16 ans, et là, il était un petit peu embêté. Il s'est dit, bon, peut-être qu'il va falloir que je lâche un peu. Et il a accepté que j'aille à la section bande dessinée de Saint-Luc, qui était une jeune section à l'époque, qui était dirigée par Claude Renard. Ce qui était quand même un signe d'ouverture. Oui, mais enfin, à chaque fois, à contre-cœur. À contre-cœur. Et puis bon, il voyait bien quand même qu'il y avait de l'intérêt pour ce que je faisais. Donc, il a dû s'y faire. Mais je vois toujours quand même les critiques qu'il avait vis-à-vis de cette forme d'expression. Et après, avec le succès, avec la réussite, comment est-ce qu'il a vu l'évolution de ce que vous avez fait? Quel est le regard qu'il a porté ensuite sur vos activités de dessinateur? Alors, c'était quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de fascination pour les signes de succès ou de reconnaissance. Il était plutôt intéressé par la valeur intérieure. C'est une très belle leçon qu'il nous a donnée d'ailleurs en cela. Et je pense quand même qu'il a vu que c'était fait avec beaucoup de passion et qu'avec Benoît Peters, vous savez qu'on suivait tous les deux avec Benoît Peters, il nous donnait des cours de dessin quand on avait 12 ans. Enfin, j'ai toujours eu des cours de sa part, mais enfin, Benoît et moi, tous les deux, étaient ses élèves de votre père. Oui.
Et Benoît s'en souvient très bien de ça, il avait beaucoup d'émotions. D'ailleurs, le personnage de la fièvre d'Urbicande, Eugène Robic, Benoît et moi, on l'a vraiment façonné un peu en regardant notre père et en reprenant des phrases qu'il disait, en reprenant des textes qu'il avait écrits pour ses livres. D'ailleurs, quand il l'a lu, je pense qu'il a eu quand même un petit recul. Il s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait ces deux-là? Mais il s'est reconnu ou alors c'est vous qui lui aviez... Je crois qu'il s'est reconnu, en tout cas on lui a dit. Si ce n'est pas reconnu, on a dû le souligner. Alors Benoît Peeters, justement, qui est devenu écrivain, mais qui à l'époque où vous le rencontrez, évidemment, est loin encore d'être devenu un écrivain, qui est une personne qui va évidemment énormément compter, puisque vous avez énormément travaillé ensemble. Donc, comment est-ce que vous le rencontrez, Benoît Peeters? À l'école, on était vraiment sur le même banc. Il était très petit, moi un peu trop grand. Je dis souvent, on était un peu des enfants penchés. Et donc, on a fait très vite un journal ensemble. Et en fait, la collaboration qui va se construire entre nous, c'est la même qu'aujourd'hui. C'est un peu deux garnements qui font des bonnes blagues et qui se racontent des histoires et qui s'amusent à rêver. Et vous avez essayé de rester alors dans cet esprit-là, tous les deux? Quand je dois rattraper Benoît, je crois que quand je le rattrape, hein, parce que maintenant il est aussi conférencier, biographe, éditeur, mais quand on se remet à faire des histoires, ben on redevient un peu ces deux enfants. Ouais. Bruxelles, donc on en a parlé un peu, j'ai eu cette formule un peu rapide au début de cette émission, Bruxelles et la BD. Alors oui, Bruxelles, on la retrouve constamment au sein de vos bandes dessinées. C'est une ville qui exerce sur vous une véritable fascination? Oui, c'est vrai. C'est ma ville. C'est la ville qui est un peu, moi je dis souvent, c'est un peu la matrice de mon imaginaire. J'ai l'impression que j'ai construit les images que j'ai dans la tête à partir de cette ville. Très petit déjà, puisque c'est la ville où vous avez grandi, ou en tout cas vous avez passé une partie de votre enfance. Tout à fait. C'est vraiment une ville que j'ai traversée étant enfant et qui s'est inscrite profondément en moi. J'ai l'impression que toutes ses particularités, ses beautés, son chaos, je dirais, construisent vraiment le regard que je porte sur les villes et le regard et l'envie aussi de dessiner, de parler des villes. Quel est le souvenir que vous avez de Bruxelles enfant? Est-ce que vous vous souvenez comment vous voyez cette ville petit? Les murailles de Saint-Mary's, qui est le premier livre que j'ai fait avec Benoît Peeters, sont un petit peu inspirés d'un regard d'enfant. Le regard que j'avais quand, en bus, je traversais cette ville où j'avais le sentiment que c'était comme des façades. Après, il y a eu le façadisme, donc je me suis fait récupérer par la réalité. Mais sinon, il y avait ce côté de ces façades, ces maisons. Qu'est-ce qui était vraiment derrière ces très très belles façades d'ailleurs, hein, remarquables, toutes différentes, toutes particulières, qui racontaient chaque fois une histoire et dont on se dit mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Voilà. Donc ce livre est parti d'ailleurs, cette histoire est vraiment partie d'un regard d'enfant. De ces façades et puis aussi de ce côté fantastique, c'est aussi l'image que vous aviez de la ville à cette époque-là, parce que ça aussi c'est un des aspects les plus marquants de votre travail, ce côté fantastique, cités obscures. Vous savez, j'étais le fils d'un architecte qui avait d'abord construit beaucoup de maisons individuelles à la fin des années 50, au début des années 60, des très belles maisons d'ailleurs, je trouve, qui ont beaucoup de qualité. Mais dans les années 60, peut-être à la fin des années 60, il est vraiment pris par le mouvement général, la Belgique joyeuse et les 30 glorieuses, où on démolit beaucoup Bruxelles. Et par certains côtés, il est pris par le mouvement, il n'a pas beaucoup d'intérêt. Il n'y a pas un regard, je dirais, très proche du patrimoine de cette ville. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je ne me rends pas compte à l'époque. Mais je vais voir arriver des maquettes, des projets assez radicaux qui détruisent une partie de Bruxelles. C'était l'époque de la modernité triomphante. Voilà, la Grand Poste et tous ces projets un peu fous, même la RTB, auquel il n'a pas participé, mais enfin, il a quand même fait un peu mouillé dans cette affaire. Et il n'y a pas vraiment de quoi être fier. Et donc, je vois ça, et donc je suis pris entre cette ville un peu noire, un peu fascinante, un peu magnétique presque, et puis ces projets qui souvent, pour certains, ne se réaliseront pas, qui d'autres se réaliseront, on peut dire hélas. Et donc, oui, sans doute que ma culture vient un peu de cette étrangeté-là aussi. Qui a façonné alors votre regard sur la ville et qui se voit alors effectivement dans ces premiers travaux que vous avez signés avec Benoît Peeters, les premiers tomes des Cités obscures, de cette longue série qui va vous emmener encore jusqu'il n'y a pas si longtemps, et dont un des numéros est le fameux Bruxelles. Alors à l'époque, au début des années 80,
Est-ce que faire une bande dessinée qui soit aussi référencée sur la ville et sur sa ville et sur une ville comme Bruxelles, est-ce que c'était quelque chose d'audacieux? Est-ce que c'était pas évident? Oui, effectivement, on le sait, hein, on demandait aux auteurs de bande dessinée de gommer les éléments qui auraient trop de références à leur ville. Donc Franquin, Hergé, on leur demandait d'enlever, qu'il ne fallait pas que ce soit trop bruxellois, il faut que ce soit plutôt parisien ou plutôt comme ça un peu européen pour éviter de s'empêcher les lecteurs français, principalement, qui étaient quand même ce qu'on visait, qui était bien plus important que la Belgique francophone. Et là, vous allez même jusqu'à intituler votre album Bruxelles. Oui, et c'était un acte de foi. Et bizarrement, d'ailleurs, dans une série qui était quand même assez fantastique, il n'y avait pas un ancrage aussi marqué sur des villes existantes, c'était une façon aussi de vouloir parler de ce qui nous tenait à cœur. Mais c'était un petit peu un livre de combat, hein. On y a mis une forme de rage aussi, une forme de critique sur la ville. Une forme aussi de coup de gueule contre, Oui. contre ce que faisait votre père aussi à l'époque. Curieusement, un peu aussi, enfin, une partie du travail de mon père. Mais c'était une lettre d'amour faite aussi de rage. Ouais. Parce que je pense que Bruxelles génère un peu ça. C'est difficile, on est toujours un peu ou amoureux ou très fâché. C'est difficile d'être serein. On voit les beautés et on voit aussi les contrastes, on voit les ruptures. C'est une ville qui vous oblige d'ailleurs à être toujours en éveil. C'est ça que j'aime bien d'ailleurs. On est toujours en train de la réinventer, de la retricoter, de la recoudre aussi. Parce qu'il y a eu quand même des blessures. Et donc c'est vrai que ce livre, ça nous a obligés à nous engager un peu. C'est un livre où on met un pas dans le réel, dans l'eau glacée du réel. Et la Maison Autric, toute une série de projets sont venus un petit peu en écho ou en relation avec une fiction. Alors, on en reparlera justement de ces engagements qui se sont concrétisés dans des projets comme celui de la Maison Autric. Mais pour terminer sur cet aspect un petit peu novateur à l'époque de mettre Bruxelles autant en vitrine dans une bande dessinée, jusqu'à intituler votre livre même Bruxelles, donc pas Bruxelles, mais Bruxelles. Votre éditeur à l'époque avait eu des doutes sur ces choix-là? Mais il était un petit peu inquiet que ça nous empêche justement les lecteurs français ou les lecteurs d'autres. Parce que le marquer si fortement, c'était une façon peut-être de s'empêcher. Moi je trouve que c'était. On l'a fait d'ailleurs sans trop réfléchir. Souvent on ne réfléchit pas. Et ça a été tout le contraire finalement. Oui, je pense que c'était malgré tout apprécié. Peut-être qu'on s'est coupé d'une partie dans un premier temps. Mais en même temps, après, j'aime beaucoup les gens qui me disent « je suis venu à Bruxelles et j'ai pensé à votre livre ». Ça me plaît énormément comment, à ce moment-là, la fiction se superpose au réel. Et comme en regardant la ville, se superposent des images qui ont peut-être fait rêver un jour les lecteurs. Alors vous disiez c'était un coup de gueule, c'était un coup de colère, un coup de rage par rapport à la manière dont on traitait la ville et son patrimoine à l'époque. Est-ce que votre regard sur la ville a changé aujourd'hui? Il faut dire que le regard porté aujourd'hui sur cette époque-là, l'architecture des années 60, 70, a changé aussi. Elle a connu une forme de réhabilitation aussi. Oui, alors bon, on fait peut-être un peu moins de bêtises. Il faut dire que les problèmes économiques ont ralenti. C'est toujours un avantage. Hein. C'est qu'en fait, on démolit beaucoup Bruxelles quand on a beaucoup d'argent. Maintenant, les choses se calment aussi, donc on doit plus réfléchir. Donc ça amène peut-être un peu plus de prudence. Mais je ne crois pas qu'on est pour ça plus visionnaire. Je ne crois pas qu'on a enfin une vision à long terme, un projet. Je ne crois pas qu'on a plus de culture urbanistique aujourd'hui qu'on en avait. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on peut regretter. C'est que je ne suis pas sûr qu'on ait tiré toutes les leçons, qu'on ait vraiment compris pourquoi on a fait ça. Et on est un petit peu amnésique dans un pays et une ville, peut-être particulièrement amnésique. Donc, qui a tendance à oublier un petit peu les choses. Donc oui, bien sûr, on ne démolirait plus une maison Horta. C'est la moindre des choses. Mais est-ce qu'on ne démolirait pas un bâtiment des années 60 ou des années 70 ? Mais justement, ça veut dire que vous portez, vous, aujourd'hui, sur les bâtiments des années 60 et 70, un autre regard que celui que vous portiez à l'époque? Ou dans les années 80 plutôt, quand vous avez fait notamment Bruxelles et le début des cités obscures. Oui, Est-ce que votre regard sur cette architecture-là aussi a changé? Est-ce que vous referiez ce coup de gueule de la même manière? Non, j'imagine. Hein. Non, sans doute pas, mais en même temps, il y a des choses... vous savez, c'était un récit qui essayait de prendre beaucoup de choses.
Bruxelles était vraiment le cœur, très marqué. On était parti de documents. Benoît est allé chercher vraiment des comptes rendus de conseils d'administration, enfin de conseils de communes et tout ça. C'était très documenté. C'était très documenté. En même temps, on n'a pas cherché. C'était aussi une façon de parler d'une ville malade. On parle beaucoup de la maladie dans ce livre. C'était en fait un homme malade dans une ville malade. Et avec Freddy Devro, qui est là aussi un personnage que j'ai très référencé, puisqu'on faisait référence à De Pau, qui a été quelqu'un qui a changé la ville. Je me rappelle, je l'ai connu, tout enfant, je l'ai connu, il avait des contacts avec mon père. Et donc c'était vraiment avec des éléments très réels, et en même temps, une dimension un peu fantastique, un peu onirique, métaphorique, je dirais. Pour sortir, on n'était pas là pour raconter l'histoire de Bruxelles. Ce n'était pas du tout le projet. Et donc, il faut bien resituer les enjeux. Si même on s'est inspiré de Bruxelles, on cherchait un petit peu une métaphore plus large. Et justement en France, puisque vous en parliez, de cette crainte de ne pas convaincre les lecteurs à l'étranger, comment est-ce que les cités obscures, comment est-ce que Bruxelles a été reçue à l'étranger? Justement, les gens ont vu que le vrai sujet était aussi les changements, les bouleversements, les ruptures dans une ville. Comment une ville s'oublie un peu, est capable presque de se déchirer. Et donc cet effet-là, beaucoup de villes à travers le monde l'ont connu. C'est ça qui nous plaît d'ailleurs, c'est quand les gens se reconnaissent. Moi j'adore quand quelqu'un à Beyrouth me dit « mais la fièvre d'Urpicante, c'est notre histoire ». C'est une ville coupée en deux et les problèmes d'un passage, pas d'une rive à l'autre, mais d'un monde à l'autre. Et là, on est tout content parce qu'on sait alors qu'on a dépassé l'anecdote. Et vous avez dépassé le terreau purement local ou bruxellois, mais il y a quelque chose d'universel, ou en tout cas qui peut toucher un très grand nombre de personnes. Avec des vrais morceaux de réel dedans. Ce qui nous plaît toujours, c'est d'être accroché à des choses de très grande proximité. Quand on touche à des personnages, à des situations qui nous touchent personnellement et qu'on peut cerner vraiment dans les moindres détails, alors on se dit peut-être que ça peut marcher dans une fiction. Alors, c'est une série qui a duré très très longtemps, Les Cités Elle dure Obscures. encore. Et voilà, est-ce que en commençant, vous saviez que ça allait vous emmener comme ça pendant des années et des années? Ça fait plus de 20 ans, plus de 30 ans en fait, ou quasi 30 ans que ça dure. Plus de 30 ans même. Non, on ne sait jamais les choses à l'avance, heureusement d'ailleurs. On est un peu comme des explorateurs. On avance dans une jungle un peu touffue. Et puis au fur et à mesure, après on cartographie, on dessine des plans, on organise, comme des explorateurs, comme Stanley au milieu du Congo, en essayant de voir un peu pourquoi et où, à quoi ça ressemble. Et on organise, et peut-être qu'on donne le sentiment qu'on avait tout vu depuis le départ, mais en réalité, c'est pas vrai. Et vous n'arrivez pas à la lâcher en fait? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, en fait au fur et à mesure, je crois qu'on est un petit peu vampirisé, on est un peu dépassé. On a le sentiment que c'est plus fort que nous et que, heureusement, on ne domine pas ça. Alors il y a la BD, mais il y a tout le reste aussi. On l'a dit à l'entame de cette émission, vous avez collaboré à des films, vous avez réalisé des stations de métro, vous avez fait la station de métro Arémétier à Paris, vous avez fait la Porte de Halle ici à Bruxelles, vous avez aussi scénographié des pavillons d'exposition. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu l'impression d'être un peu dépassé par tous ces projets? Mais vous les rassembler en peu de temps, en oui, réalité. là, effectivement, je les rassemble en peu de temps. Sur 20 ans. Ça s'étale sur, évidemment, beaucoup d'années. Mais il y en a eu beaucoup, des projets, non? Oui, il y en a eu beaucoup. Et beaucoup que vous ne verrez, que vous allez peut-être voir un jour, mais enfin, qui ont échoué. Parce qu'en fait, on parle toujours de ceux qui ont abouti. À la différence d'une bande dessinée, c'est qu'une bande dessinée, vous la commencez, sauf accident, vous la finissez et elle est publiée. Et des projets comme ceux-là, il y a aussi des projets qui ne voient jamais le jour. Et puis il y a des projets gigantesques, comme par exemple, effectivement, scénographier. Ouais. Alors il y a Hanovre, l'exposition universelle, il y a, je citais la station de métro Arémétier, mais c'est quand même quelque chose. Ce sont des expériences très marquantes, alors en plus très différentes évidemment de ce d'où vous venez, de la bande dessinée. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Enfin, évidemment, le mot est faible, mais une expérience comme la station de métro Arémétier ou Porte de Halle, où là, vous vous exposez en plus à la réalité, aux contraintes du réel. Comment ça se passe? Moi, j'adore ça. Mais
c'est pas des projets faciles, hein. Il faut changer de façon d'aborder les choses. Vous enlevez une casquette pour en mettre une autre. Vous n'êtes plus maître, vous n'êtes plus seul maître à bord. Il y a un ensemble de contraintes. Il y a une liberté en bande dessinée qui est incroyable. Et là, brusquement, il y a des problèmes de sécurité, des problèmes financiers, des problèmes de tous ordres, de matériaux, de contraintes techniques, de tous ordres. C'est un dialogue avec une multitude, en fait, d'acteurs. Par contre, il reste que vous restez un raconteur d'histoire, qu'il vous faut trouver le bon angle et la bonne histoire. Celle qui peut prendre sens là, dans ce lieu-là. C'est des aventures très très fortes. La station Henri-Métier à Paris, c'est une très belle aventure parce que j'ai eu du mal à les convaincre, mais j'ai réussi. Après, c'était assez rocambolesque, mais enfin j'ai réussi. Je suis assez content de la station à Paris. Du mal à les convaincre de votre projet? Oui, parce que le cuivre, tout ça, ils n'avaient jamais fait ça. En gros, ils préfèrent du carrelage blanc. Hein. Donc ça évoque... votre scénographie évoque un petit peu une espèce de sous-marin à la Jules Verne, comme ça, hein, tout à fait. qui est aussi un personnage d'ailleurs qui traverse votre travail. Hein. Oui, plusieurs de nos albums. Et donc c'est un hommage effectivement au musée des Arts et Métiers qui est juste en haut. Donc c'est comme si c'était une émanation du musée, il y a des grands rouages qui sortent du plafond. Et puis il y a tout ce cuivre, ce laiton, ces hublots, enfin, et même les sièges en bois. J'ai travaillé jusque dans les moindres détails pour arriver à trouver une cohérence. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu la chance d'avoir au sein de la RATP des gens qui ont vraiment cru en ce projet. Mais ça a été très très long en même temps pour arriver à garder le cap, quoi, de ne pas se perdre dans ce... C'est très difficile dans des projets comme ça d'arriver à garder la vision qu'on a eue au départ. Tout est là pour vous la perdiez en fait. Et donc là, il faut une obstination de malade, de fou furieux, de perfectionniste. Mais curieusement, on a parfois des fenêtres qui nous permettent d'aboutir. Là, c'était le cas. Je trouve qu'on est allé vraiment au bout. Il y a des moments où on est peut-être plus critique, on a des perturbations qui font qu'on ne retrouve pas tout à fait le chemin qu'on avait perçu au départ. L'obstination, il vous en faut aussi pour défendre des projets comme le musée du train à Bruxelles, à Schaerbeek, qui est aussi un projet qui dure depuis 6 ans. Un certain nombre d'années. Il faut une certaine dose d'obstination pour défendre des projets comme ça. Plus que ça, avec une équipe, avec Expo Duo, avec toute une série de gens, un peu une dream team, et puis aussi des interlocuteurs au sein de la SNCB Holding. Ce projet grimpe, monte. Maintenant, voilà, on est aux fondations, ça y est, c'est parti. Ça y est, on voit vraiment tout doucement, tous les matins, je passe devant, je suis tellement heureux de voir sortir de terre ce qui va être ce futur Trainworld. Oui, il faut beaucoup d'énergie. Une passion aussi pour le rail, oui. Pour le train, pour la locomotive, pour... Un retour, puisque avec Claude Renard, on avait fait l'Express, on avait fait le rail, puis la station Arts et Métiers, puis des tas de choses. Et puis bon, j'ai fait ce livre La 12, qui est quand même on reparlera, une espèce de lettre, de coup de cœur pour une locomotive. Le Trainworld, c'est vraiment une façon de parler du ferroviaire dans tous ses états. D'ailleurs, je l'appelle opéra ferroviaire, pour casser le mot musée, parce que je crois que ce ne sera pas un musée. Ce sera vraiment un lieu qui va explorer toutes les dimensions de cette aventure extraordinaire qu'est le ferroviaire, dans le passé, dans le présent et dans le futur. Parce qu'en fait, on a une histoire extraordinaire, nous, en Belgique. On l'oublie une fois de plus, mais on a fait des choses uniques et on continue à le faire. On a des gens qui font des choses formidables et j'ai envie d'en parler et parler aussi des enjeux pour demain. Alors, vous parlez beaucoup du passé, hein, du patrimoine. On a parlé de la maison Autric, hein, vous êtes battu pour... Et encore aujourd'hui, on se bat. Et encore aujourd'hui, vous vous battez, mais donc pour qu'elle soit conservée, rénovée, restaurée. Et maintenant, il faut la rénover. Et il faut la rénover, oui. Vous vous battez pour le palais de justice. Est-ce que vous êtes C'est un gros combat, ça, le palais de justice. Parce qu'il est aujourd'hui, évidemment, au centre... Parce qu'il est à l'échelle du palais de justice. Est-ce que vous êtes un nostalgique ? Ben non, curieusement. C'est ça que souvent on a l'étiquette nostalgique, mais se battre pour le palais de justice, c'est justement se battre pour qu'il ait un avenir, pour qu'il devienne un lieu incontournable. C'est un bâtiment qui a une histoire et qui est en fait, je crois, extraordinaire dans tous les sens du terme. Et vous verrez, dans quelques années, ça deviendra le lieu, mais on ne pourra pas visiter Bruxelles sans
sans passer par le palais de justice. Je suis convaincu de ça. Alors, on a fait des allers-retours, on est passé par la station de métro Air et Métiers, on est passé par la Porte de Halle. On aurait pu encore citer l'île Fantastique, donc Oui. cette animation à Lille à laquelle vous avez participé récemment, ou des scénographies que vous avez signées à la Monnaie, la Cenerentola de Rossini. On revient à la bande dessinée, puisque ça, vous y revenez toujours. Ça, c'est quelque chose de tout à fait permanent, de vraiment constant chez vous. Vous avez signé récemment La Douce, qui est votre premier travail en solitaire. Alors, comment ça se passe, ça, de travailler seul pour la première fois? Alors, Benoît devait terminer une biographie, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de me remettre en question, de travailler l'exploration tout seul, un nouveau type de danger. Et donc, c'est vrai que cette locomotive, ça s'est imposé, j'ai l'impression que j'ai rien pu faire. Et puis, vous savez, la bande dessinée, c'est un moment où vous êtes tout seul, déjà tout seul devant votre table de dessin, et là, en plus, tout seul au scénario. Et donc, ça a été une aventure très particulière de devoir pétrir ce livre sans Benoît. Sans votre complice voilà, habituel. sans Claude, sans Luc. Bon, j'ai eu Jaco Van der Maal qui m'a un peu regardé, qui m'a un peu aidé, mais j'étais quand même assez fragilisé par cette aventure et c'était une occasion justement d'aller voir un petit peu dans d'autres territoires, essayer de gratter des espaces que peut-être vous ne pouvez pas explorer à deux. Et c'est une manière de travailler que vous allez poursuivre maintenant? Vous avez Oui. de la nouvelle... J'ai envie là, on a recommencé un projet avec Benoît, un projet où on essaie aussi de se remettre en question, mais j'aimerais bien aussi refaire des choses tout seul. C'était une aventure très, très stimulante, en fait. Vous savez, parce que c'est un peu la traversée de l'Atlantique. Parfois, on se demande si on va y arriver. Mais en même temps, justement, ces moments où on ne sait plus trop, c'est des moments rares et qui apportent des choses, il y a justement des nouvelles choses qui s'ouvrent devant vous parce qu'on est un peu désespéré et c'est important. Très bien. Eh bien, merci Françoise Keuten. Merci à vous.